Allez, le direct, ça continue. En plein cœur de l'Auvergne, comme je le disais tout à l'heure, devant un aquarium géant, avec des poissons dedans, des gens qui regardent, beaucoup de visiteurs, et surtout, des gens que j'aime beaucoup. Maintenant, ils sont habitués de ce genre de prestations. C'est Samir et Nico de la maison Ultimate Fishing. Bonjour, messieurs. Bonjour. Salut. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On a commencé le direct avec vous sur le stand. C'était à l'ouverture Noir de Monde. Explication. Allez, Nico. En fait, on commence à être habitué de ce salon-là. C'est vrai qu'on est arrivé il y a 5-6 ans ici. Au départ, on est arrivé avec un tout petit stand, avec des ambitions de venir un petit peu s'adresser aux pêcheurs en eau douce, parce qu'on avait une historique, nous, qui était plutôt sur la mer à la base. Par contre, on a des super gammes de produits pour l'eau douce. Et petit à petit, on s'agrandit. Les visiteurs ont l'habitude de venir nous voir. Et puis, s'ils reviennent et qu'ils courent sur notre stand dès le départ, je pense que c'est qu'on leur propose des produits qui sont adaptés et des conseils, surtout, je pense, autant les conseils que les produits qui leur conviennent bien. Donc, Alors, on est content de les retrouver tous les ans, en tout cas. Vous avez effectivement de jolis produits, mais vous avez aussi une équipe de pêcheurs qui fracasse tout. Samir, toi, tu es un grand compétiteur. Tu as été un grand compétiteur. Comment ça se passe? C'est quoi ton actu aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est beaucoup de pêche en mer. Je me suis diversifié un peu. Je pêche toujours en eau douce avec autant de plaisir. Et ce qui me plaît chez Ultimate, c'est qu'on est sans cesse en train de revoir un peu l'actu pêche, de mettre de nouvelles techniques, autant anciennes que futuristes, à trouver des trucs qui vont continuer à prendre des poissons en permanence, comme la technique qu'on va présenter ensemble maintenant. Ça fait partie il y a la compétition, mais il y a cette notion de plaisir d'aller à la pêche pour prendre toujours plus de poissons avec des techniques différentes et dans des endroits forcément où, il y a quelques années encore, personne n'osait mettre leur. Ça va être la thématique, tu l'as dit tout de suite, de notre démonstration d'aujourd'hui. Il y a déjà du monde qui attend votre prestation. Alors moi, je vais t'inviter à faire ce que tu sais parfaitement faire. Allez là-haut. Et je vais rester avec Nico. Toi, alors Nico, bord de mer, forcément. Ouais, bord de mer. Moi, j'habite dans le Finistère, donc vraiment à la pointe. Je vais pêcher les bars à pied de chez moi. Donc voilà, je suis vraiment au bord de l'océan. Et par contre, je suis pas qu'un pêcheur en mer. Depuis que je suis gamin, je fais des allers-retours eau douce, mer. Et puis j'ai besoin des deux vraiment. Donc j'ai pêché autant en eau douce qu'en mer. Et je suis vraiment passionné par tous les milieux et tous les types de poissons. Alors comment ça se passe chez Ultimate quand on sort un nouveau catalogue? Parce que ça, c'est quand même un petit peu ton savoir-faire. C'est quoi les idées? Comment vous mettez en place pourquoi vous proposez ces nouveaux produits? En fait, il y a deux aspects différents. On essaie de proposer quelques produits, mais c'est vraiment quelques produits dans le catalogue qu'on peut mettre dans les mains de n'importe quel pêcheur pour pêcher n'importe quel poisson et qui sont efficaces. Donc ça, c'est une petite partie de notre gamme et je pense qu'on le fait vraiment bien. Et à côté de ça, nous, ce qu'on adore, et c'est vraiment ça qui nous passionne, c'est d'aller chercher des techniques particulières, des endroits, on va dire une petite région, où il y a des poissons qui ne sont pas forcément présents ailleurs, des techniques qui sont spécifiques, des milieux qui sont particuliers aussi, et d'aller adapter, proposer du matériel adapté à ces zones et à ces milieux-là. Augmenter les chances de réussite. Quoi. Voilà. Okay. Donc on a des petites gammes de niches à droite à gauche comme ça. On doit avoir super intéressantes. des photos de vous deux avec des poissons. Alors je ne pense pas qu'on les ait vus. Ton poisson de prédilection d'eau douce, c'est quoi? Alors en eau douce, je suis un fan du bass. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup chez moi. Après, je pêche un petit peu tous les autres poissons aussi. Mais bon, mon préféré, c'est le bass. Ok. Et toi, Samir, de là-haut, là? C'est quoi ton poisson de prédilection en eau douce? Alors, mon poisson de préféré, c'est le bass. Mais j'adore aussi le sandre parce que c'est des pêches qui ont beaucoup de points communs. J'adore pêcher le bass pour la simple raison, c'est qu'on peut le prendre vraiment de la surface au fond. Et le sandre, on est en permanence en train de rechercher le leurre qui va déclencher des attaques supplémentaires. C'est vraiment un poisson, si on a trouvé le leurre du moment avec le grammage adéquat, qui va vraiment faire la différence. Et même quand les poissons ne sont pas mordeurs, on arrive toujours à sortir son épingle du jeu. Et c'est vraiment ce qui me passionne, cette recherche sur ces poissons-là. Nico, donc démonstration sur les postes encombrés, c'est la thématique du jour, hein, on est d'accord. Là, c'est bien illustré. On a des cailloux, on a du bois. La thématique du jour, ça va vraiment être ça. C'est comment aller pêcher dans des milieux qui sont encombrés comme ça. On va dire l'intérêt, c'est que c'est des milieux d'une part où il n'y a pas grand monde qui pêche parce qu'il faut vraiment des montages adaptés pour que le leurre passe sans s'accrocher. Et l'autre intérêt, c'est que c'est des milieux qui hébergent souvent des gros poissons
parce que c'est des postes d'affût qui sont vraiment très très intéressants. Donc forcément, c'est des gros poissons qui arrivent à faire leur loi et qui sont dans ces milieux-là. Donc, oui, parce qu'en fait, les carnassiers ont un instinct territorial qui est, comme tout carnassier, qui est très fort. Et très puis, fort. on va dire c'est le plus fort des black bass ou des brochets selon l'espèce qu'on va chercher, qui va s'approprier le meilleur poste. Et le meilleur poste, c'est souvent celui où il n'est pas dérangé par les pêcheurs et où il arrive à s'abriter un peu de la vue de ses proies. Donc, sécurité, affût, il y a impeccable. Tout. Quoi. Il y a tout. Donc voilà, il y a quelques techniques qui permettent de pêcher efficacement dans ces endroits-là. Il n'y en a pas énormément, c'est des montages, c'est des techniques, et puis on va essayer de vous montrer les principaux leurres et les principales façons de pêcher avec ces leurres-là dans ces milieux. Alors je le rappelle, parce que je pense que c'est utile de le faire, les poissons qui sont dans ce bac ne sont pas là pour être attrapés. Bon, s'ils réagissent et s'ils manifestent un petit peu leur agressivité sur les leurres, tant mieux, mais ils sont là, c'est vraiment de la décoration, hein, on est bien d'accord. Oui, on a coupé les hameçons, hein, on n'est pas là pour les attraper, pas là pour leur faire mal, donc évidemment tous les hameçons sont coupés. L'idée, c'est vraiment de vous montrer comment on pêche, comment nagent les leurres, et puis surtout comment on va choisir de monter tel ou tel leurre selon l'obstacle qu'on va pêcher. Ok, alors j'ai vu Samir, oh, quel sens de l'esthétisme, magnifique. Et là, on voit les 4 leurres que vous allez nous présenter, c'est ça ? Alors 4 des leurres qu'on va vous présenter, on a 2-3 autres leurres aussi, on va voir un petit peu aussi selon le temps qu'on aura, mais ça on va dire c'est des montages vraiment de base pour pêcher des endroits encombrés. Donc c'est du leurre souple, on l'a pas dit, mais c'est du leurre souple. Là c'est du leurre souple qui sont montés sur des hameçons, ce qu'on appelle les hameçons texans, donc c'est une forme qui est un peu particulière, où la pointe, alors là la pointe est coupée, mais en réalité la pointe est repiquée dans la matière du leurre pour qu'il ne s'accroche pas, et c'est le poisson, quand le poisson va venir prendre le leurre en gueule, c'est là vraiment qu'il va dégager la pointe et qu'il va réussir à se piquer. Bien. Alors, est-ce que tu es prêt, Samir, à commencer ? Allez. On commence par quoi, de là ? pêche en principe. On va commencer par un de mes montages favoris. Ah ben tu peux enlever les autres, hein, comme ça on va se concentrer vraiment sur le produit en question, qui s'appelle... Le One Up Slug, si j'ai bien vu. C'est bien ça. Bien. C'est également un de mes leurres favoris. Moi, je pêche énormément avec, que ce soit en eau douce ou en mer. C'est un leurre qui est sorti l'année dernière avec lequel j'ai eu d'excellents résultats cette année. Pour moi, c'est vraiment la grosse découverte. Enfin, c'est pas une découverte parce que... c'est une continuité, voilà. parce que c'est quand même un best-seller. Ouais. Le One Up, dans sa version à caudal, c'est quand même une référence. Donc là, Samir l'a monté donc, sur un hameçon texan. Et un hameçon texan plombé. Donc là, je crois que c'est un Worm 102 avec une plombée au milieu, donc qui permet au leurre de couler un petit peu plus rapidement et puis qui nous permet de le lancer aussi un petit peu plus loin. Là, on voit, ça réagit immédiatement. Oui, alors le leurre a aussi une particularité, c'est qu'il est gavé d'attractants. Donc les poissons ressentent assez bien ça aussi et ça permet de déclencher plus d'attaques. N'oublie pas que nous sommes sur un salon généraliste. Tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un attractant. Alors rapidement, on explique. Un attractant, c'est, on va dire, sur ce leurre-là, c'est une solution de base huileuse qui diffuse un arôme, en fait, que les poissons ressentent, alors qui va pouvoir les attirer jusqu'au leurre s'ils sont vraiment à côté, mais surtout qui va faire qu'ils gardent le leurre plus longtemps en bouche. Quand ils le prennent en bouche, ils vont avoir cette sensation-là de goûter une proie naturelle. Donc ils vont le recracher beaucoup moins vite que s'il s'agissait de plastique brut qui sent le pétrole, tout simplement. Donc là, on l'a vu, Samir, tu as traversé des cailloux, des branches, et tu t'es pas accroché. C'est vraiment ce système-là de la pointe qui est repiqué dans la matière qui permet de passer vraiment partout, quoi. Alors, ça fait longtemps qu'on pêche au Texas ? Alors nous, ça fait longtemps qu'on y pêche. Ça fait, moi, je n'ai même pas de souvenir de quand j'ai commencé. J'ai commencé à pêcher en Texas comme ça, quand j'ai commencé à pêcher au leurre souple. Je pense que Samir, c'est pareil. Ça fait très longtemps qu'il y pêche. Maintenant, c'est une technique qui est arrivée en Europe et en France depuis 3-4 ans pour le grand public, dont on entend de plus en plus parler, on va dire. Alors Samir, tu as choisi quoi comme type d'animation sur un plan d'eau comme ça, où tu sais qu'il y a des arbres et des obstacles ? Alors moi, en fait, ce que je privilégie en priorité, si tu veux, c'est d'aller lancer dans les obstacles et quasi ne pas animer, très peu de toutes petites tirées et laisser le leurre, en fait,
la stratégie qui me rapporte souvent et régulièrement le plus de poissons, c'est de vraiment laisser le leurre dans les obstacles, quoi, de ne pas être pressé de le retirer. On a un montage qui va faire qu'on ne va pas s'accrocher dans les obstacles, donc l'intérêt c'est d'y stationner le plus longtemps possible en fait. Là je le fais nager pour qu'on voit un peu vraiment les animations qu'on peut éventuellement donner à ce leurre, mais l'intérêt pour moi de ces techniques-là, c'est vraiment d'aller jeter, d'aller laisser vivre le leurre dans les obstacles et surtout de prendre son temps. On jette dans, que ce soit des ruines, des arbres ou, immergés ou des tas de cailloux, de laisser évoluer le leurre naturellement dedans, quoi. Moins on en fait souvent et plus on a de bons résultats. L'intérêt vraiment, c'est de pouvoir lancer dedans et de pouvoir stationner dedans. Voilà. Après, suivant le comportement des carnassiers, on va évoluer dans la technique en mettant des grammages plus ou moins lourds pour pouvoir justement avoir une descente plus ou moins agressive. Plus on va mettre du poids, plus on va descendre vite et plus on va faire réagir les poissons. C'est où ils en veulent, où ils en veulent pas, avec de forts grammages. Et quand vraiment il n'y a pas d'activité, souvent la clé de la réussite, c'est de lancer, de laisser le leurre, de l'animer très peu et de prendre son temps et de rester sur la zone. On le voit bien là, hein, Nico, t'as vu? Les poissons, ils observent. Ils observent. Hein, ils sont pas dupes. Hein. Ils voient quelque chose qui frémit. Ça frémit un peu, mais ça bouge pas vraiment. Qu'est-ce que c'est? Samir, tu nous parlais un peu des plombées qu'on allait mettre sur les leurres souples. Tu vas peut-être pouvoir nous montrer une plombée un petit peu différente sur un autre leurre, parce que c'est surtout là-dessus qu'on va jouer, sur le positionnement de la plombée sur l'hameçon, à savoir qu'on a des hameçons avec des plombées en tête, d'autres avec des plombées au milieu, et aussi sur le poids de la plombée, parce que la vitesse de descente, ou le type de descente, il faut que ça descende complètement à la verticale ou plutôt en oblique. C'est souvent ça qui va conditionner les touches qu'on va avoir ou pas. Donc il y a plusieurs montages différents qui existent. Donc j'ai vu que Samir en avait préparé d'autres, donc c'est intéressant de voir peut-être une présentation un peu différente. Là, il est sur un leurre qui s'appelle le Spark Shad de chez Megabass, monté sur une nouvelle combinaison d'hameçons et qui est lié à un plomb chez Decoy, qui s'appelle le Worm 117, qui est sorti cette année. Et c'est une technique que les Japonais utilisent beaucoup depuis 2 ou 3 ans, qui permet vraiment de transpercer les obstacles très rapidement. Et pourquoi justement? Pourquoi? En fait, c'est la plombée qui va passer devant le leurre, là, parce qu'il y a une articulation entre les deux. Donc elle va non seulement passer devant le leurre, mais elle va aussi passer dans les obstacles sans être retenue par le fil. Parce que le fil, c'est vraiment ce qui va passer en dernier dans l'axe de ce montage-là. Donc pour traverser par exemple des gros herbiers, comme on a souvent sur des lacs un peu cristallins en eau douce, et aller pêcher dans les trouées, comme ça, c'est le montage qui va être le plus adapté dans tout le panel qu'on a aujourd'hui. Et alors là, l'animation, elle est lente aussi? Alors, avec ce montage-là, Samir nous dira ce qu'il en pense, mais pour moi, le gros intérêt de ce montage-là, c'est vraiment la première descente. C'est-à-dire qu'on va le lancer dans une trouée d'herbier, on va le laisser descendre, il va toucher le fond, éventuellement on va le laisser quelques secondes au fond, parce que après ça dépend des poissons qu'on pêche, mais si on pêche les basses par exemple, souvent ils aiment bien observer un petit peu avant de se décider. Mais la touche ne va pas se produire à la 4e ou 5e descente. C'est vraiment sur la première ou sur le premier arrêt au fond. Ouais, ouais. Et puis comme ça, on va pêcher une trouée. Hop, on va le laisser quelques secondes. On va pêcher une autre. On va pêcher une autre. La pêche du bass, c'est une pêche assez dynamique. Hein. Oui, complètement. Mais là, ça ne s'adresse pas qu'aux basses. Hein. On va pêcher les perches de la même façon, les brochets de la même façon. Et même en mer, hein. Moi qui pêche en mer, je vais aller pêcher les bars dans les champs de sargasses ou de laminaires de cette façon-là aussi à marée basse. Alors, est-ce que ça peut marcher en linéaire? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Un leurre souple, ça peut marcher aussi en linéaire, monté comme ça? Ouais. Complètement, oui, ça peut marcher en linéaire. Alors, en linéaire, on va dire que ce n'est pas le seul montage qui va pouvoir être efficace, mais on peut tout à fait pêcher en linéaire comme ça. Samir, n'hésite pas à compléter hein, si tu as d'autres choses à dire sur ce montage-là. Ben, ce montage-là, si tu veux, moi aussi que j'y ai trouvé un réel intérêt aussi, c'est sur les pêches de sable, parce que bon, on parle de la première descente, c'est vrai, mais le fait qu'on a ce plomb, c'est facile à comprendre. Imagine quand on pêche des rivières ou des fleuves, dès qu'il y a un peu de courant, le fait de rester sur place, on va avoir une présentation quasi naturelle, l'heure décollée de quelques centimètres du fond, et il va travailler quasi sur place. En fait, tu vas être un peu entre de la verticale et du drop shot, parce que ton leurre est un peu suspendu sur la ligne quand même par rapport au plomb, et puis tu vas le tenir quand même en vertical. Et le gros intérêt vraiment de cette nouveauté, c'est que le plomb n'est pas solidaire de l'hameçon. Le poisson va pouvoir engamer le leurre plus facilement, et donc on va avoir beaucoup moins de ratés. Ça, c'est pas rien. On va pouvoir se permettre de pêcher avec des grammages un peu plus lourds
Et on sait tous que par exemple au cendre, plus on monte du poids, plus on augmente le poids, et plus souvent on a des touches manquées. Et là, le fait que le plomb soit pas solidaire de l'hameçon va permettre au poisson de mieux engamer le leurre. Alors pour les poids, cet hameçon-là, il existe avec différentes plombées déjà de base. Il existe aussi en différents accessoires, c'est qu'on va pouvoir monter séparément, c'est-à-dire qu'on va trouver des plombs dans plein de grammages différents. On va trouver l'espèce de petit émerillon qui est entre le plomb et l'hameçon, qui est un émerillon ouvert qu'on ferme avec une pince, qui existe dans différentes tailles. Et puis évidemment les hameçons dans plein de tailles différentes aussi. Donc je pense qu'en ayant 2-3 grammages de plomb, une boîte d'émerillon et 3-4 tailles d'hameçon, on peut vraiment faire un panel de 15-20 montages différents et s'adapter vraiment à toutes les situations. Donc c'est aussi intéressant d'avoir ces 3 accessoires-là et puis de faire les montages soi-même que d'avoir le produit fini, prêt à pêcher, quoi. Est-ce qu'il y a un maximum en termes de plomb? Théoriquement, il n'y a pas de maximum. Le maximum, c'est, on va dire, ça va être le poids et la taille à partir duquel ça va commencer à être vraiment gênant pour la présentation, pour que, on va dire, voilà, que le prédateur considère ça comme une proie potentielle. Si évidemment on met un plomb qui est 2 fois plus grand que le leur, ça va commencer à choquer un petit peu. Mais bon, après, moi, j'ai pris des plombs de 35 grammes pour aller pêcher en mer. Ça commence déjà à faire des sacrées tailles. Et puis, je suis sûr qu'en mettant un leurre qui est assez conséquent derrière, ça va très bien passer. Ok. Ah, je vois que Samir a changé de leurre. Tu les aimes bien, ceux-là, les petits grobes, là. Donc là, on est sur un type de leurre différent, avec une caudale qui est en forme de faucille. Donc, ça envoie des vibrations vraiment différentes. Et qui peuvent être intéressantes aussi pour beaucoup de carnassiers. Il ne faut pas hésiter à changer comme ça les types de leurres et de vibrations qu'on leur propose. Donc voilà, ça c'est un des grands basiques pour pêcher le carnassier. Alors par contre, j'ai pas vu sur quel hameçon tu l'avais monté, Samir. Samir, il est concentré. Ah oui, il regarde les poissons, il les regarde sur l'écran. Je te laisse en parler. Je sais que tu l'adores, cette petite tête plombée. On va le voir là sur la petite tablette qui est mise. D'accord, c'est voilà. la VJ36 de Decoy. C'est une tête que j'utilise aussi beaucoup, qui passe avec un peu tout type de leurre. Donc il y a une plombée qui est vraiment en tête, qui permet de bien pêcher à la descente et de passer très correctement dans les obstacles. Et on a vu qu'à aucun moment, Samir, tu t'es accroché. Non, mais ça passe vraiment très bien. En plus, la plombée a une forme, c'est une forme un peu de poire inversée, c'est-à-dire que on passe, c'est très conique à l'attaque, donc les obstacles vont ricocher sur ce cône-là, et puis après on tombe sur le leurre, donc ils vont glisser sur le leurre tout simplement derrière. Okay. Donc avec ce montage-là, on peut vraiment tout pêcher. Hein. S'il y en a un dans ceux que Samir vous a montré, vous conseillez pour prendre. Vous connaissez pas le poste où vous allez pêcher, vous savez pas qu'est-ce qu'il y a comme carnassier dessus. Vous mettez ça, normalement vous allez prendre du poisson, quoi. D'accord. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec tous ces montages qu'on vous a présentés, un des intérêts majeurs aussi, c'est qu'on va solliciter ces poissons qui sont forcément moins enquiquinés par les autres pêcheurs. On s'est aperçu sur certains lacs notamment qu'avec la pression de pêche, les touches étaient beaucoup moins fortes, que ce soit pour le sandre en particulier ou le brochet. Les poissons devenaient méfiants, touchaient à peine le leurre. Et le fait d'avoir ces montages-là et d'aller chercher ces poissons dans ces zones-là, eh bien, les touches sont beaucoup plus agressives et le poisson est plus en sécurité, il se sent dans son habitat. Et là, cette notion, quand on va pêcher le sandre par exemple, de prendre de vraies touches, quand on va au sandre, c'est pas pour le combat, c'est vraiment pour la touche de ce poisson qui est très, très agréable et caractéristique. On prend un bon boom dans la canne. Et grâce à toutes ces techniques de pêche en texan, dans les milieux encombrés, on va vraiment retrouver ces émotions-là, ces touches fortes que ces carnassiers nous procurent, que quand ils sont en activité. Là, ils ne sont pas en activité, ils sont vraiment dans ces zones de repli où ils se sentent à l'abri. Là, les carnassiers vraiment tapent très agressivement sur les leurs. On n'est plus à pêcher sur les plages où on prend des petites touches en disant « Ah, j'ai une petite touche de sandre là ». D'aller les déloger au fin fond de leur repère où ils se sentent le plus en sécurité, ça va vraiment vous procurer de vraies touches très agressives qui font le plaisir de la pêche, quoi. Parce que quand on va pêcher le sandre, c'est pas pour son combat, c'est pas un grand combattant, c'est surtout un poisson lunatique qui
c'est la touche qu'on recherche sur ce carnassier-là. Et là, grâce à ces techniques de pêche dans les milieux encombrés avec ces hameçons qu'on vient de vous présenter, on va vraiment retrouver ces sensations-là qui font que plus on prend de belles touches et plus on apprécie ces moments-là, quoi. Samir, le temps passe là, on a présenté trois grands montages. Moi, pour finir, j'aimerais bien que tu nous présentes quelque chose. Là, j'ai vu dans la boîte tout à l'heure un petit truc avec des palettes là, qui est pas mal. En fait, on va se mettre dans la position où on attaque un secteur qui est assez grand. On ne sait pas exactement où sont les poissons. Et plutôt qu'utiliser des leurres souples où on va pêcher très lentement dans les obstacles comme ça, on va essayer vraiment de brasser du terrain, d'essayer de trouver des poissons actifs à droite ou à gauche. Et puis de peigner du terrain jusqu'à en croiser, quoi. Donc là, pour ça, on va utiliser... il y a plusieurs leurres différents. Il y en a un sur lequel on se retrouve avec Samir. C'est un des spinnerbaits de la gamme Megabass qui s'appelle le Super V Flat, qui est vraiment extraordinaire, avec lequel on prend toutes les espèces. Et puis vraiment, ça cartonne. On est amoureux de ce leurre-là tous les deux. Et puis il passe très bien dans les obstacles. Donc Samir va nous montrer ça pour finir. Un leurre de prospection, par exemple. C'est un super leurre de prospection, mais de prospection de bordure ultra encombrée. On peut lancer ça dans les bois morts, dans les gros herbiers. Ça passe partout et ça prend un bloc de poisson. Donc c'est une des bases à avoir quand on ne sait pas exactement où sont les poissons, mais vraiment qu'il faut peigner de la bordure. Alors pendant qu'on va le voir nager, si vous avez des questions sur ce genre de leurre, n'hésitez pas, on a affaire à deux spécialistes. Alors, qui a des questions? Oh là là, manifestement, on a affaire à des grands pêcheurs. Non, vraiment pas de questions? Il n'y a rien qui vous donne envie d'en savoir plus? Il faut dire que vous avez dit pas mal de choses. Je vais me mettre à la place un peu du public. Je suis sûr qu'il y en a qui n'osent pas forcément, mais qui se posent cette question-là. Et on va faire parler Samir un petit peu. On parle de pêche dans les endroits encombrés, Samir. On a parlé un petit peu des leurres. Par contre, ça implique forcément des choix aussi dans le reste du matériel. Et je pense en particulier aux bas de ligne et à la tresse qu'on va utiliser. Parce que les poissons, on les pêche dans des arbres morts, dans des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu vas choisir de mettre comme ligne? Forcément, tu ne mets pas la même chose que si tu pêches dans un milieu complètement ouvert et propre. Alors moi, le spinner, j'adore l'utiliser. Je l'utilise exclusivement dans les endroits encombrés en priorité. Je prime vraiment les descentes et les 4 ou 5 premiers mètres. Si tu veux, je m'en sers vraiment comme je ferais avec un sondeur. Pour moi, ça va être un sondeur. C'est un leurre qui ne s'accroche pas. Alors je lance vraiment au fin fond des obstacles, je le laisse quasi toucher le fond. Si je n'ai pas eu de touche à la descente, je ramène assez rapidement. Si je n'ai pas déclenché les poissons, je relance 50 cm, voire 1 mètre plus loin. Et dans tous les endroits remplis d'obstacles, en principe, c'est comme ça que j'arrive à déclencher des touches. Écoute, moi, vous n'avez plus de temps. Ça passe très très vite. Moi, on va peut-être pouvoir voir une dernière photo où on voit les leurres qui ont été abordées. Peut-être, si en régie on a ça. En tout cas, merci Nico. Merci à vous, merci au public là. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, nous on est sur le stand juste à côté. Voilà, on retrouve un petit peu, mis à part les jigs que vous n'avez pas abordé. On n'a pas eu le temps de tout montrer, mais bon. De tout montrer, mais voilà un petit peu. Samir, merci. Si vous avez d'autres questions et si vous voulez parler personnellement à ces deux bons pêcheurs sur le stand Ultimate, évidemment, et vous allez découvrir de jolies choses. Et puis vraiment, essayez de pêcher dans ces endroits-là parce que ça abrite des gros poissons qui voient quasiment jamais de leurre. Il faut vraiment le faire, quoi. C'est là que ça se passe, quoi. Voilà. Merci messieurs. Une courte pause et après on retrouve les gens de chez Gunky pour la suite des démonstrations. Merci.